C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ce soir parmi vous, même si je préférais être au Maroc où je suis très souvent. Je suis content d'être parmi vous, même virtuellement. Alors, par rapport à ce qui a été dit, je voudrais tout de suite préciser que les craintes qui ont été émises par des gens comme Hawkins, de mon point de vue, doivent être mis sur le compte de la grave maladie qu'il touchait et qui l'ont rendu profondément pessimiste. Je ne crois pas du tout au scénario de type Terminator où l'intelligence artificielle prendrait le contrôle de l'humanité. Et par ailleurs, je ne crois pas du tout non plus que les technologies d'intelligence artificielle menacent les cardiologues et les autres spécialités médicales. Je pense complètement différemment. Je suis persuadé que nous rentrons dans l'âge d'or des professions intellectuelles, dont la médecine fait bien évidemment partie. Alors, en fait, l'intelligence artificielle est la conséquence de la troisième forme de capitalisme, après le capitalisme marchand qui est né à Venise il y a à peu près 1000 ans, le capitalisme industriel qui est né avec le charbon et la locomotive, les chemins de fer, puis le pétrole et l'électricité à partir de 1780-1820. Nous rentrons dans l'ère des technologies cognitives, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et les neurosciences. C'est une modification radicale qui a été vulgarisée par des tas de gens, et notamment Harari dans Homo Deus, qui décrit comment ces technologies d'intelligence artificielle associées aux nanobiotechnologies, notamment la génétique, l'informatique et les neurosciences, ont un potentiel politique absolument bouleversant. Ces technologies sont censées, en Amérique du Nord, permettent de lutter contre la maladie et la mort. La presse anglo-saxonne fait régulièrement ses titres sur la capacité d'éditer l'être humain. The Economist y consacrait il n'y a pas très longtemps un dossier expliquant que ces technologies permettraient d'augmenter les capacités intellectuelles de nos enfants. On parle souvent de la volonté de Google de tuer la mort, puisque Google a créé il y a maintenant 7 ans une société Calico dont l'objectif est d'augmenter l'espérance de vie humaine à l'horizon 2030-2035. Ce qui est nouveau et qui est un peu bouleversant pour nous médecins, c'est que les entreprises qui font de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft aux États-Unis, et puis Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi en Chine, sont des entreprises géantes. La plupart approchent ou dépassent 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce sont des acteurs beaucoup plus gros que les acteurs avec lesquels nous, médecins, nous sommes habitués à discuter. Si l'on prend par exemple uniquement Amazon, qui a des ambitions importantes dans la santé, qui a créé une assurance santé et qui a l'intention de produire des soins hospitaliers et des soins d'hospitalisation à domicile. Le budget recherche d'Amazon, c'est maintenant plus de 30 milliards de dollars par an, rien que pour la recherche, c'est-à-dire 7 fois maintenant, les chiffres ont augmenté, le CNRS, c'est-à-dire la recherche publique en France, et c'est 25 fois le budget total de la recherche et du développement du Maroc. Amazon, en recherche, c'est 27 fois le Maroc. On a là des géants qui entraînent une modification radicale de l'économie et de l'industrie et qui ont des capacités d'investissement absolument incroyables. L'intelligence artificielle apparaît à un moment où les capacités informatiques se sont beaucoup développées. Et l'intelligence artificielle est fondamentalement un sous-produit de l'informatique. Depuis le premier transistor en 1947, qui faisait, comme vous le voyez, 3 cm sur 1 cm sur 3 cm, on met désormais 15 milliards de transistors électroniques sur la taille d'un ongle, avec une taille des transistors qui est aujourd'hui entre 5 et 7 nanomètres, c'est-à-dire milliardième de mètre.
L'effondrement du coût du stockage informatique a été absolument prodigieuse. Le mégaoctet, c'est-à-dire un million d'informations, son coût a été divisé par 2000 milliards depuis le premier disque dur en 1956. Là, on parlait tout à l'heure de l'iPhone. Le dernier iPhone, l'iPhone 11, a une capacité informatique de 5000 milliards d'opérations par seconde. Pour avoir la même puissance informatique en 1961, il aurait fallu investir 153 000 milliards de dollars. Et le data center aurait été, pour mettre toutes ces machines, aurait été plus grand que le Grand Casablanca, c'est-à-dire que toute la région de Casablanca. La volumétrie d'informations qui est à notre disposition aujourd'hui, en santé et ailleurs, et dans les autres domaines d'activité, est absolument prodigieuse. Une seule requête Google représente une puissance informatique supérieure aux 10 ans du programme Apollo dans les locaux de la NASA et dans l'espace. On fait en moyenne 100 requêtes Google par jour en Occident. Je pense que c'est un petit peu moins au Maroc. Nous faisons donc 100 fois par jour plus que la totalité de la puissance informatique du programme Apollo, ce qui est absolument extraordinaire. Cette puissance informatique incroyable a permis en 2012 une énorme surprise, c'est-à-dire le démarrage d'une forme particulière d'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning et plus particulièrement du deep learning. Nous avons atteint à partir de 2012 une puissance informatique, une capacité de stockage qui a permis d'éduquer les ordinateurs. Cette révolution a surpris tout le monde. Elle a même surpris l'entreprise la plus en avance en matière d'intelligence artificielle, qui est Google, puisque le copropriétaire de Google, Sergey Brin, à Davos, avait annoncé que la révolution de l'intelligence artificielle avait été beaucoup plus rapide qu'on l'attendait chez Google. Nous ne sommes donc pas sur une surprise uniquement pour les docteurs. Cette décennie a été une surprise pour tout le monde, y compris pour les géants de l'industrie informatique et du numérique. Ce que l'on a découvert au début des années 2010, c'est que pour avoir des résultats en intelligence artificielle, il fallait des montagnes de données. Et plus on avait de données, plus on avait une bonne qualité de l'intelligence artificielle, notamment pour la reconnaissance des textes ou la reconnaissance des images. C'est la raison pour laquelle les géants de l'intelligence artificielle sont les géants du téléphone portable et de l'informatique, car ils disposent d'énormément d'informations. Microsoft a 150 gigaoctets de données sur mois, si on inclut LinkedIn, qui est une filiale à 100% de Microsoft. Google a 1 téraoctet, 1000 milliards d'informations. Apple a 2 téraoctets d'informations sur mois. 2000 milliards d'informations, 2000 gigaoctets. Les informations que nous fournissons aux géants de l'intelligence artificielle leur permettent d'éduquer leurs intelligences artificielles. Mark Zuckerberg, par exemple, a annoncé il y a 4 ans que si Facebook avait fait tant de progrès en intelligence artificielle, c'était grâce notamment à Instagram, puisque nos enfants mettent des milliards et des milliards d'informations chaque jour sur Instagram, ce qui permet d'éduquer l'intelligence artificielle à mieux reconnaître les images. Alors qu'on nous avait promis, après la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire, pour reprendre le best-seller de Francis Fukuyama, on s'est en réalité retrouvé dans une situation où une nouvelle guerre est apparue, cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine, qui est une bataille pour le contrôle de l'intelligence artificielle et de la suprématie numérique entre les GAFA américains, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et les BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Et cette guerre entre les Américains et les Chinois a encore été accentuée par les décisions de Trump d'organiser des boycotts, notamment des opérateurs chinois. On nous avait promis la paix universelle après la chute de l'Union soviétique. Nous avons en réalité une guerre américano-chinoise et une guerre entre les géants de l'intelligence artificielle qui n'a rien à envier à Game of Thrones. Cette révolution technologique, elle a des conséquences pour nos métiers, elle a aussi des conséquences politiques
pour nos entreprises et pour la société. Le bouleversement des nouvelles technologies s'est accompagné par une redistribution massive de la création de richesses sur Terre. Les gens qui étaient dans l'industrie de l'IT ont gagné de plus en plus d'argent. Les entreprises du monde de l'informatique et de l'intelligence artificielle sont devenues géantes et, on l'a dit, valent aujourd'hui bien souvent plus de 1 000 milliards de dollars chacune. Mais nous avons aussi eu des redistributions importantes entre les pays. Alors, on voit que l'Europe a baissé en termes de part de la richesse mondiale par rapport à la Chine, mais un pays comme le Maroc a aussi vécu une redistribution massive par rapport à un pays comme la Chine. Le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine en 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc n'est pas 5 fois plus riche que la Chine, le Maroc est moins riche que la Chine. Cette redistribution de la richesse, demain, il ne faudrait pas qu'on observe la même entre les médecins et les géants de l'intelligence artificielle. Il ne faudrait pas que nous soyons vassalisés face aux GAFA ou aux BATX et que la richesse médicale soit en fait retirée du corps médical pour aller vers les géants de l'intelligence artificielle. Et l'évolution du poids relatif entre le Maroc et la Chine doit nous alerter de la possibilité de redistribution financière massive en pas beaucoup d'années, parce que 40 ans, ça n'est pas beaucoup d'années. D'un point de vue humain, l'explosion des inégalités pose des problèmes sociaux majeurs. Le Financial Times révélait il y a 2 ans que chez Google, les très bons développeurs en intelligence artificielle peuvent maintenant avoir des bonus annuels dépassant 100 millions de dollars chacun. 100 millions de dollars pour un bon spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'argent, c'est plus que gagne un cardiologue ou un chirurgien urologue comme moi, vous l'imaginez bien. Donc c'est une réorganisation économique dans l'industrie de l'intelligence artificielle qui est particulièrement violente. L'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. C'est vrai pour l'intelligence humaine, mais c'est aussi vrai pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un instrument très fort de prise de contrôle de l'économie. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de pays, notamment dans l'Union européenne, il y a une volonté de contraindre les géants de l'intelligence artificielle américains, les GAFA. Il y a par ailleurs en ce moment des manifestations importantes en France contre Amazon et contre sa prise de part de marché au détriment des petits acteurs et des petits commerçants. Il y avait encore pour les rendre compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle. Vous voyez bien que pour nous médecins, même quand on est cardiologue, d'imaginer que les géants américains de l'industrie pourraient mettre des microprocesseurs dans le cerveau, c'est-à-dire des circuits électroniques dans le cerveau de nos enfants, est particulièrement bouleversant d'un point de vue médical, d'un point de vue éthique, mais également d'un point de vue politique. Comment le pouvoir médical est-il impacté par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par la capacité de machines de faire des diagnostics et de faire des propositions thérapeutiques à la place du cerveau humain? Eh bien, il est aujourd'hui difficile de savoir jusqu'où l'intelligence artificielle peut nous concurrencer. On sait qu'en matière de rétinologie, l'intelligence artificielle est capable de voir des choses que l'œil humain ne voit pas. Quand on demande à un ophtalmologue de savoir si une rétine est une rétine d'homme ou de femme, il se trompe dans 50% des cas. L'œil humain n'arrive pas à savoir face à une rétine si c'est un homme ou une femme. L'intelligence artificielle a bon dans quasiment 100% des cas. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle regarde une rétine d'une façon que nous ne savons pas expliquer, mais qui lui permet de voir à l'échelle microscopique des différences
qui sont significatives entre la rétine humaine et la rétine d'un homme, et la rétine féminine d'une femme. Par ailleurs, Google a montré et a publié dans Science il y a 3 ans déjà qu'à partir d'une simple photo de la rétine, il est possible de remplacer un bilan cardiovasculaire complet de plusieurs heures. En matière de radiologie, la filiale londonienne de Google, DeepMind, a fait des progrès extraordinaires. On a montré qu'une IA est capable de mieux prédire le risque suicidaire que les meilleurs spécialistes de psychiatrie. La prédiction de l'espérance de vie par des systèmes d'intelligence artificielle est meilleure que par les cardiologues. Je n'ai pas pris d'exemple urologique, mais on pourrait en trouver. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de mieux faire le diagnostic d'un mélanome que les dermatologues cancérologues. Il y a 4 ans et demi, ça va être là encore été publié dans Science, Google, en matière de reconnaissance des mélanomes, était équivalent aux dermatologues. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a dépassé les dermatologues. Bibo à Paris a montré qu'on peut déterminer avec une assez bonne précision l'anatomopathologie d'une lésion à partir du scanner en intelligence artificielle, alors même que l'œil humain n'est pas capable de remplacer la biopsie et l'histologie et l'anapath à partir de l'imagerie tomodensitométrique notamment. En Chine, on a vu à quel point, lors d'un épisode de télé-réalité absolument surréaliste, on avait les radiologues qui avaient bien moins réussi à déterminer une lésion neuroradiologique au scanner que l'intelligence artificielle, qui n'était pas celle de Google cette fois-ci. En matière d'échographie, il y a des résultats cardiaques notamment qui ne sont pas mauvais du tout, même si ce ne sont pas des systèmes qui sont aujourd'hui commercialisés. Et en matière de dépistage des micrométastases, Google, l'AINA, a montré une sensibilité, une spécificité qui n'est pas loin de 100%, alors même que les médecins ne dépistent les micrométastases ganglionnaires qu'à 62%. Donc avec une valeur prédictive positive et négative très inférieure au système d'intelligence artificielle. Il y a donc un certain nombre de domaines où l'intelligence artificielle est capable de dépasser les docteurs, voire même de les humilier, parce que nous ne sommes pas habitués à ce qu'un système expert soit capable de faire mieux que nous. Cela ne veut pas du tout dire que l'intelligence artificielle est capable de nous suppléer et de nous dépasser, car le spectre, le domaine où l'intelligence artificielle est capable d'agir est beaucoup, beaucoup plus limité que l'intelligence humaine. Cela dit, en matière de radiologie, il y a une vraie difficulté pour les radiologues dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, Hinton, qui est l'un des 3 meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, a fait une lettre ouverte aux doyens des facultés de médecine, les implorant d'arrêter de produire des radiologues, en affirmant que les radiologues ne seraient pas capables, à l'horizon 2025-2030, de résister à l'intelligence artificielle et d'atteindre les performances radiologiques, de diagnostic radiologique de l'intelligence artificielle. Je vous le disais, moi, je ne crois pas du tout à la mort du docteur. Je crois au contraire à l'âge d'or du docteur. Et pas seulement parce que je suis, comme vous, médecin. Je pense profondément que nous nous enfonçons dans la complémentarité des intelligences. En effet, l'intelligence artificielle, elle est intelligente au sens propre du terme, intelligere du latin, c'est-à-dire la capacité de faire des liens entre les choses, mais elle n'a pas les autres capacités de l'intelligence humaine, c'est-à-dire la conscience. L'intelligence artificielle n'a aucune conscience d'elle-même, la sensibilité, bien sûr, et l'autonomie. L'intelligence artificielle n'est pas capable d'être autonome. Une voiture autonome dotée d'intelligence artificielle n'est pas capable de faire de la cancérologie ou de faire de la cardiologie. L'intelligence artificielle est extrêmement limitée. Et inversement, une intelligence artificielle radiologique n'est pas capable de conduire une voiture. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de multidisciplinarité de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont le temps, je vous conseille de lire ce livre extraordinaire de Martin Ford qui a colligé l'avis des 26 meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a aucun consensus entre ces 26 experts. Le plus optimiste pense que l'intelligence artificielle dépassera l'homme en 2029.
les plus pessimistes en 2199, ce qui m'arrange parce que ce sera bien au-delà de mon départ à la retraite. Une question importante, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais nous sommes entre médecins. Est-ce que l'intelligence artificielle va rester con comme une bite, pour utiliser une expression française, je ne sais pas si on l'utilise au Maroc, c'est-à-dire est-ce que l'intelligence artificielle va rester incapable d'avoir une compréhension fine et subtile des choses, ou est-ce qu'elle est capable de devenir ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, dotée de conscience artificielle et multidisciplinaire, comme est l'intelligence humaine? Personnellement, je pense qu'il est exclu d'ici au moins 2050 que l'intelligence artificielle devienne une intelligence artificielle forte, capable de nous dépasser dans ce que nous faisons de plus subtil. Oui, l'intelligence artificielle va analyser un scanner et un électrocardiogramme mieux que nous. Mais il me semble totalement exclu qu'elle soit capable de nous dépasser en intelligence artificielle, en intelligence générale. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas inquiet. Vous avez un autre livre qui est extrêmement intéressant quand on est médecin, cardiologue ou toute autre spécialité, pour voir quel pourrait être l'impact de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle sur nos métiers. C'est le livre des Susskind, Richard et Daniel, qui sont père et fils, et qui ont fait une analyse extrêmement fine du futur des professions, au sens anglo-saxon du terme et pas au sens français du terme, professionnel étant profession libérale. Et ce livre est extrêmement intéressant pour affiner l'enjeu qu'il y a pour nous face à l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. Finalement, par rapport à l'intelligence artificielle, pour notre devenir de professionnels de santé, il y a 4 scénarios possibles. Soit nous devenons des vassaux des GAFA, c'est-à-dire des salariés des géants de l'intelligence artificielle, soit nous devenons des officiers de santé, c'est-à-dire des sous-médecins, comme il en existait en France au XIXe siècle et encore dans la Chine des années 60 et 70, soit nous abandonnons la partie technique de nos métiers et nous devenons des espèces d'assistantes sociales, soit nous devenons complémentaires de l'intelligence artificielle, auquel cas nous aurons demain plus de pouvoir et plus d'influence que nous en avons aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, en tant que docteur, c'est la case jaune qui me convient le mieux. Je ne souhaite pas d'un scénario où nous serions demain des salariés d'un Facebook ou d'un Google. Je ne souhaite pas non plus que nous devenions des officiers de santé à mi-chemin entre l'infirmière et le docteur de 2020. Par rapport au poids des géants de l'intelligence artificielle, il y a une réflexion importante, notamment en Europe, sur la façon d'encadrer ces géants. The Economist a plusieurs fois fait la proposition de casser Google et les autres géants de l'intelligence artificielle. Ce débat ne fait que commencer. L'encadrement des géants de l'intelligence artificielle et la limitation de leur périmètre d'action est un débat qui va se poursuivre dans les décennies qui viennent et qui a plein de conséquences pour nous. Énormément de conséquences pour nous docteurs. Alors, la bataille, elle est plus compliquée qu'on pourrait l'imaginer. Un sondage l'année dernière a montré que 58% des Français font confiance aux géants de l'intelligence artificielle et seraient d'accord pour confier leur dossier médical à un Google, un Apple, un Facebook ou un Amazon. Et chez nos gamins, chez les jeunes, en France, je ne crois pas qu'un tel sondage ait été fait au Maroc, 68% des jeunes en France seraient capables de donner leur dossier médical à un Google ou à un Facebook. Vous voyez que la partie entre nous et les géants de l'intelligence artificielle, elle n'est pas forcément gagnée si nous n'y prenons pas garde parce que nos gamins sont en train de nous trahir. Alors, l'avenir de la cardiologie face à l'intelligence artificielle. En pleine révolution technologique, je crois, et c'était le titre d'un de mes papiers dans l'Express, je crois qu'on peut raisonnablement dire que les futurologues vont dire de plus en plus de conneries. Il est extrêmement difficile de prédire le futur face à une révolution aussi large parce que, à côté de l'intelligence artificielle, nous avons aussi les autres révolutions que sont les neurotechnologies et puis les nanobiotechnologies. Le seul avenir du séquençage ADN est très incertain et il est très difficile d'imaginer aujourd'hui toutes les conséquences de ces évolutions techniques sur l'organisation future de nos métiers.
Ce que l'on peut dire, c'est que les robots sont en retard. Il y a 10 ans, on avait peur que les robots remplacent l'acte chirurgical et l'acte technique. En réalité, les robots ont pris énormément de retard et sont incapables, par exemple, de faire de la robotique chirurgicale. L'opinion pense que des robots comme Da Vinci opèrent à la place du chirurgien. En réalité, ce sont des bras télémanipulés. Sans chirurgien, Da Vinci, vous pouvez le foutre à la poubelle. Avant qu'on ait des automates dotés d'intelligence artificielle capables de remplacer les chirurgiens ou les cardiologues interventionnistes, je serai très probablement à la retraite. Et c'est important parce qu'il y a eu un fantasme entre 2012 et 2016 d'un dépassement rapide des professions chirurgicales, et la cardiologie interventionnelle en fait bien évidemment partie, par les automates. Le deuxième point important, c'est que l'informatique médicale, elle est complètement bordélique et ça, c'est très embêtant. Si vous prenez un pays comme la France, je connais moins bien le marché de l'informatique médicale au Maroc, on a des dizaines et des dizaines de fabricants de logiciels médicaux. C'est pareil aux États-Unis. Vous voyez bien que si on a plein de fabricants ayant pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de capacité d'investissement dans nos pays, eh bien, les géants de l'intelligence artificielle qui sont capables de mettre des milliards de dollars sur la table demain matin vont écraser nos logiciels professionnels et pourraient être dans des situations monopolistiques. Cela favoriserait le fait que les GAFA et les BATX déboulent sur nous, ce qui bousculerait beaucoup nos professions. Un autre point me semble important. Moi, je crois beaucoup à l'avenir de nos professions, mais parmi nos collègues, nos confrères, ceux qui ne se mettent pas au courant de ces technologies-là, ceux qui prennent du retard dans leur formation, vont sortir du jeu. Nous risquons demain d'avoir un corps médical à 2 vitesses, avec des médecins comprenant très bien les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, et qui gagneront beaucoup plus demain qu'ils gagnent aujourd'hui, et au contraire, des médecins qui ne se mettraient pas au courant et qui pourraient demain devenir, comme je le disais tout à l'heure, des espèces d'intermédiaires entre l'infirmière et le médecin et qui cesseraient d'être des vrais docteurs. Nous devons faire attention à ça. La gestion des médecins moins bons, qui est un problème qui concerne le Maroc, la France, les États-Unis, la Chine, est un vrai problème corporatiste, un vrai problème professionnel. Je pense que les organisations professionnelles doivent réfléchir aux meilleurs moyens d'aider les plus fragiles de nos collègues à ne pas être écrabouillés par la technologie. Dernier point, bien sûr, chacun d'entre nous doit se rendre complémentaire de l'IA. Si nous sommes demain à l'échelle individuelle dépassés par l'IA, nous n'existerons plus. Si intelligence artificielle plus nous n'est pas supérieure à intelligence artificielle en 2030, eh bien, notre activité personnelle sera marginalisée. Il est donc nécessaire que nous réfléchissions à la façon de rester indispensable à l'ère de l'intelligence artificielle et donc de ne pas être concurrencé par l'intelligence artificielle, quelle que soit sa nationalité. Alors, Google a revendu récemment ses robots Boston Dynamics à Sun, qui a créé un fonds géant doté, un fonds d'investissement de 100 milliards, notamment de développant des technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle. Boston Dynamics, c'est très, très impressionnant quand on regarde les vidéos sur YouTube qui sont disponibles, mais là encore, ce ne sont pas des robots autonomes. Ce sont des robots qui sont dépendants de l'homme et qui ne prédisent pas du tout notre dépassement en matière d'actes techniques et d'actes chirurgicaux dans les années qui viennent. C'est une crainte vraiment qu'il faut retirer de notre esprit. Il y a un acteur qui a beaucoup réfléchi à l'organisation des pouvoirs entre la Chine et les États-Unis en matière d'intelligence artificielle, mais aussi à l'intérieur des métiers, qui est Kei Fu Lee. C'est un livre absolument passionnant sur la guerre entre la Chine et les États-Unis, qui n'a pas été publié en arabe, mais qui existe en français et en anglais. Kei Fu Lee a une vision assez pessimiste, à mon avis trop pessimiste de l'avenir des médecins. Il écrit dans son livre, qui est très documenté, le médecin de 2030 sera finalement un donneur de soins, un soignant compassionnel. Un tiers infirmier,
un tiers technicien, un tiers assistante sociale. Il considère que le retard que prennent les professions médicales en matière d'intelligence artificielle risque de les marginaliser et que le pouvoir médical et l'acte médical sera pris par les géants de l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure. Alors, je pense que cette crainte, nous devons l'avoir à l'esprit, non pas pour l'accepter, mais pour la refuser. Et je pense que la prédiction de Kai-Fu Lee, qui fait de nous des espèces d'assistantes sociales, techniciens, doit être absolument refusée. Ce n'est pas la peine de faire 10 ans d'études pour finir assistante sociale. Donc, cette prédiction doit être pour nous un aiguillon nous poussant à prendre le contrôle de cette technologie et non pas à accepter passivement que des acteurs extérieurs à nos métiers ne régissent demain l'organisation professionnelle de nos différentes spécialités. Pour cela, il faut magnifier nos différences et il faut organiser dans nos spécialités une réflexion dès à présent sur la façon de résister face aux géants de l'intelligence artificielle. Nous devons déterminer quel sera demain le territoire de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, c'est-à-dire de nos cerveaux, de nous soignants. Cette réflexion, nous ne l'avons pas suffisamment menée et nous devons la mener à l'échelle de nos pays, à l'échelle de nos spécialités. Les sociétés savantes, les organisations professionnelles, les syndicats professionnels doivent s'unir pour réfléchir à la façon de gérer nos interfaces avec les géants de l'intelligence artificielle et d'organiser notre activité face à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un pauvre chirurgien-urologue comme moi tout seul, ce n'est pas un cardiologue tout seul à Ouarzazate qui va réfléchir à l'organisation de nos métiers face à des géants de l'intelligence artificielle qui valent 1000 milliards en bourse. Nous devons réfléchir collégialement et nous organisons. Nous ne devons pas être, pour reprendre une référence historique, politique, nous ne devons pas laisser le renard entrer dans le poulailler sans nous défendre. Fondamentalement, il y aura demain 2 royaumes. Pour ce qui est de l'analyse de patterns, c'est-à-dire l'analyse de radio, d'images, le fond d'œil, l'analyse d'un électrocardiogramme, les progrès de l'intelligence artificielle vont continuer à être exponentiels et nous serons moins bons pour analyser un scanner, une IRM ou un ECG que l'intelligence artificielle en 2030. En rythmologie, nous allons devoir accepter que l'IA nous déplace. En radiologie aussi. En revanche, pour ce qui concerne la partie droite de ma slide, pour la résolution de problèmes complexes, nouveaux, transversaux, quand il n'y a pas beaucoup de données, l'intelligence artificielle fait 0 progrès. Et elle ne nous dépassera pas dans les décennies qui viennent. Il y a donc un énorme territoire que nous allons conserver. Pour le dire simplement, l'intelligence artificielle est très bonne quand il y a beaucoup de données, quand les règles sont fixes, quand on raisonne en silo vertical et quand il n'y a pas besoin d'empathie. À l'inverse, l'intelligence artificielle est merdique quand il n'y a pas beaucoup de data, quand les règles changent, quand il faut être multidisciplinaire et quand il faut être empathique. Il est clair qu'on ne va pas confier à une intelligence artificielle le soin d'annoncer à un malade qu'il a une cardiomyopathie irréversible et intraitable. Vous voyez qu'on est à front renversé entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine parce que l'esprit humain est très bon quand il n'y a pas beaucoup de data, quand les règles bougent beaucoup, quand il faut être transversal et quand il faut être empathique. Le cerveau humain, c'est l'anti-intelligence artificielle et c'est la même chose inversement. Kai-Fu Lee a fait, je peux vous l'envoyer en PDF, un très beau slide lors d'une de ses conférences TED sur la répartition du boulot dans le futur entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Quand il y a besoin de compassion, on est vers le haut, il y a bien sûr beaucoup plus besoin d'humains que quand il n'y a pas besoin de compassion. Par exemple, faire de la comptabilité. Quand il y a besoin de créativité, à droite, l'intelligence humaine est très supérieure. En revanche, quand il s'agit d'optimiser un process,
par exemple lire un scanner, eh bien l'intelligence artificielle est bien supérieure à l'esprit humain. Vous voyez que si on applique ça à la médecine, en bas et à gauche, c'est la radiologie. Il n'y a pas besoin de compassion quand on fait un scanner. Et de toute façon, ce n'est pas le radiologue qui fait le scanner, c'est le manipulateur radio. Et puis, c'est de l'optimisation. Il n'y a pas de créativité en réalité. Il y a de la créativité pour développer une nouvelle technologie de radiologie, mais pas pour lire un scanner. Inversement, de traiter une maladie nouvelle, une maladie rare sur laquelle on n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de nouveautés, et de l'expliquer à son patient, on est en haut et à droite, et on est là dans un domaine où l'intelligence artificielle va nous aider, mais nous aider de façon marginale, et où l'essentiel va être du ressort de l'intelligence humaine. Nous ne sommes pas du tout dans un tableau manichéen de mort de l'homme, de dépassement de l'homme. La vision Dawkins, je vous disais tout à l'heure, me semble guidée, dictée par le fait qu'il était en train de mourir au moment où il a prédit ce dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va y avoir un territoire pour l'intelligence artificielle en médecine comme ailleurs, mais que nous, humains, allons garder la quasi-totalité de l'activité économique et de l'activité intellectuelle dans les décennies et dans les siècles qui viennent. Un point qui est contre-intuitif. On parle beaucoup du big data et on dit qu'il faut faire du big data, il faut faire du big data. En réalité, il faut faire attention. L'intelligence artificielle est nulle quand il n'y a pas beaucoup de données et elle est très bonne quand il y a beaucoup de données. Inversement, l'intelligence humaine est très bonne quand il faut décider à partir de pas beaucoup de données. Mais nous sommes noyés quand il y a beaucoup de données. Par exemple, face à un séquençage ADN qui en données brutes représente 20 téraoctets, 20 000 milliards d'informations, l'intelligence humaine est dépassée. Plus il y a de données, plus le cerveau humain est dépassé. Moins il y a de données, plus le cerveau humain est optimum. Inversement, l'intelligence artificielle est nulle quand il n'y a pas beaucoup de data, pas beaucoup de données, et elle est excellente et très supérieure à l'intelligence humaine quand il n'y a pas beaucoup de données. Vous voyez bien que, contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement imaginer, quand on est un professionnel, on a intérêt à fuir les endroits où il y a beaucoup de données. Parce que nous sommes sûrs d'être dépassés par l'intelligence artificielle là où il y a beaucoup de données. Il ne faut pas être radiologue, parce qu'en radiologie, il y a beaucoup de données et l'intelligence artificielle va analyser les données mieux que nous. De surcroît, nous avons en radiologie un problème particulier, c'est que la rétine humaine, même du meilleur des radiologues, ne peut pas voir plus de 15 niveaux de gris, alors que l'intelligence artificielle est capable d'analyser des millions de niveaux de gris parce qu'elle n'est pas limitée par les limitations physiologiques de la rétine humaine. Depuis 2012, l'intelligence artificielle de type connexionniste, c'est-à-dire le machine learning et deep learning, a fait d'énormes progrès et elle dépasse l'homme dans ce qu'on appelle l'analyse de patterns, l'analyse d'images, l'analyse de rythme. En revanche, au moment où nous parlons en 2020, elle n'a toujours fait aucun progrès pour analyser des situations complexes et transversales, parce que l'intelligence artificielle reste faible, sans conscience artificielle et sans capacité de transversalité. Donc, nous ne sommes pas menacés tant que nous sommes transversaux dans les spécialités dont je parlais tout à l'heure. À l'horizon 2035-2040, il est possible que la robotique fasse des progrès et qu'il y ait une menace dans l'industrie traditionnelle pour les cols bleus et dans nos métiers pour les chirurgiens. Mais on en est encore loin et ça n'est pas du tout certain. Il reste une grande question. Tout à l'heure, vulgairement, je posais la question, l'intelligence artificielle va-t-elle rester éternellement con comme une bite? Est-ce qu'au-delà de 2050, on pourrait avoir des intelligences artificielles fortes, dotées de conscience artificielle? C'est une possibilité, mais vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré qu'il n'y avait aucun consensus entre les spécialistes d'intelligence artificielle sur ce sujet-là. Et personnellement, j'aurais tendance à penser qu'en 2050, il n'y aura toujours pas d'intelligence artificielle forte dotée de conscience artificielle. Donc, même au-delà de 2050, je ne crois pas du tout que nos métiers soient menacés. Par ailleurs, nous sommes dans des métiers de l'intelligence, dans des métiers cognitifs. Or,
On se rend compte aujourd'hui qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, on a moins besoin de gens peu qualifiés. En revanche, on a de plus en plus besoin de gens très qualifiés. On estime qu'à l'horizon 2035, il va manquer sur Terre 85 millions de gens ultra qualifiés, dont vous faites partie. C'est la raison pour laquelle les salaires des gens très qualifiés est poussé à la hausse dans le monde. Sans aller jusqu'au bonus à 100 millions de dollars par an chez Google, qui restent marginaux et anecdotiques, on voit bien qu'il y a une augmentation des écarts entre les gens très qualifiés et les gens moins qualifiés. Cet écart va s'accentuer dans les années qui viennent au profit des professions intellectuelles très qualifiées. Donc, globalement, il y aura demain une augmentation du niveau de vie des professionnels de santé par rapport au reste de la société. Enfin, un dernier point, connaissant bien le Maroc, ses forces, mais aussi ses faiblesses, j'ai la conviction que le Maroc a un rôle à jouer majeur dans le développement de l'Afrique demain, et pas uniquement dans le développement de l'Afrique francophone subsaharienne. Le Maroc a bien sûr vocation à servir de pont entre l'Afrique et l'Union européenne, vous le savez bien, pour des raisons géographiques que nous connaissons tous. Mais le Maroc, en tant que pays très équilibré sur le plan économique, qui n'a pas fait fuir ses élites, contrairement à un pays comme l'Algérie, qui a massivement fait fuir ses élites, et qui est, je ne veux pas flatter votre nationalisme, qui a la chance d'avoir un régime politique stable grâce à la sagesse de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a la chance de pouvoir être demain un point pivot dans le développement de la médecine en Afrique. Et je pense que l'industrie marocaine a vocation à se développer en Afrique, comme l'Omnium nord-africain l'a beaucoup aidé, l'Omnium qui maintenant s'appelle Almara, comme vous savez, depuis quelques années, puisqu'il a été débaptisé. Mais dans le domaine médical, je pense que le Maroc a une carte à jouer énorme dans le développement des systèmes d'information, dans le développement de la médecine, dans l'industrialisation de la médecine sur le continent africain. Et ma conviction, c'est que la médecine marocaine sera demain la plus développée en Afrique grâce aux atouts très importants du royaume marocain, même si je ne sous-estime pas les faiblesses et les fragilités du Maroc sur le plan économique, parfois sur le plan universitaire, et du fait aussi de l'insuffisance d'investissement en haute technologie et dans le domaine universitaire et en recherche et développement du Maroc, même si le Maroc fait beaucoup mieux que ses voisins et notamment fait beaucoup mieux que l'Algérie qui s'est endormie à cause de la rente pétrolière d'une part et à cause de l'exode massif de ces élites intellectuelles et pas uniquement médicales à partir de 1991-92. Donc je suis très optimiste pour la médecine en général, je suis très optimiste pour les médecins marocains et pas seulement pour les cardiologues, et je suis très optimiste sur le rôle que la médecine marocaine va jouer dans l'organisation notamment en Afrique, de cette nouvelle médecine qui est un peu choquante pour nous, professionnels de santé, mais qui regorge d'opportunités, avec beaucoup, beaucoup plus d'opportunités que de menaces et de risques. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Laurent Alexandre.